Précédemment, dans Superstream. Colin et Pénélope forment-ils le meilleur couple de l'histoire des chroniques de Bridgerton ? C'est ce qu'est venu défendre notre journaliste Stéphanie Fuseau, et elle n'est parvenue à convaincre que 31% d'entre vous. Puis, c'était au tour d'Alexandra Ayo-Barreau de venir nous expliquer que, selon elle, le film culte Le Père Noël est une ordure a très mal vieilli. Et vous êtes 35% à penser comme elle. Nos invités du jour parviendront-ils à vous convaincre davantage ? Superstream saison 1, épisode 2, c'est maintenant. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous, bienvenue dans Superstream, le podcast de télé-loisirs consacré au streaming. Je suis Laurence Gallois et j'ai hâte de vous présenter les programmes de Netflix, Disney+, Canal+, ou encore Prime Video, dont nous allons parler aujourd'hui avec nos chroniqueurs et nos invités dans son deuxième épisode de Superstream. On va prendre un bain, on va s'asseoir sur un canapé, on va jouer aussi. Allez, j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Juliette Osbrock, Émilie Lopez et Marc Carlin. Bienvenue à tous les trois. Salut Laurence. Salut, bonjour. On est dissipé aujourd'hui. Je préviens. Que aujourd'hui ? Ouais. T'as juste dit salut bonjour. Salut bonjour, c'est pour ça. C'est le bain qui vous a mis dans l'ambiance. Alors, on attaque directement avec vos coups de cœur et vos coups de gueule du mois. Honneur aux hommes, tiens, pour une fois. Marc, on va commencer avec toi. Tu vas nous parler d'une série sur la mode. Tout à fait. Cette année, on peut dire que les séries sur la mode, ça a pas mal défilé. Joli. Ça sera peut-être pas le seul jeu de mots, mais je vais pas vous spoiler. Donc oui, parce qu'on a eu Balenciaga, sur le fameux créateur espagnol. On a eu The New Look sur Apple TV, sur les relations un peu conflictuelles, notamment entre Coco Chanel et Christian Dior. Et bientôt, on aura le droit à une série aussi sur une maison de haute couture qui s'appelle La Maison avec Lambert Wilson. Donc autant dire que moi, les séries sur la mode, j'en avais un peu marre en fait, notamment The New Look que j'ai trouvé vraiment mauvaise. Je me donnais pas trop envie de me lancer dans Becoming Karl Lagerfeld. Prends ça, Juliette Binoche. C'est ça. Mais franchement, j'ai été très séduit par Karl Lagerfeld donc sur Disney+. Il y a 3 choses qui m'ont vraiment séduit. C'est d'abord l'écriture des dialogues, que je trouve vraiment précise, vraiment incisive. C'est adapté du livre de Raphaël Baquet, Kaiser Karl. Donc c'est vraiment un beau matériau de départ. Et en plus, je trouve que l'adaptation pour la série fonctionne vraiment. Ensuite, il y a la direction artistique de la série qui est vraiment cette espèce de plongée dans les années 70, mais sans le côté un peu lourdingue de la reconstitution. Je trouve que c'est quand même plutôt bien fait. Et puis surtout l'interprétation. Donc il y a Daniel Brühl qui joue Karl Lagerfeld. Et surtout, il y a Théodore Pellerin, un acteur assez peu connu chez nous, qui est un comédien québécois, qui joue donc Jacques de Bacher, le grand amour de Karl Lagerfeld. Et il est formidable. C'est vraiment par son personnage qu'on rentre dans la série. Il est à la fois candide et en même temps, il est assez ambigu. On voit vraiment son personnage évoluer au fur et à mesure de la série. Il est vraiment, vraiment extraordinaire, donc c'est un comédien à suivre. Et voilà, j'ai été vraiment séduit par ces 6 épisodes. J'ai assez hâte qu'il y ait une saison 2. Pour l'instant, c'est pas encore confirmé, mais en tout cas, si c'est le cas, moi je serai là. J'ai cru que qu'on avait une exclue mondiale du monde entier et genre t'annonçais la saison 2, je me suis dit, je l'ai pas vu passer, dis donc. J'aimerais bien. Non, tout ce qu'on peut dire, c'est que la série a fait le meilleur démarrage pour une fiction française sur Disney+. Bon, ça veut à la fois dire quelque chose et pas grand-chose, parce qu'en fait, on n'a pas de chiffres et on n'a pas vraiment d'infos plus que ça. Mais mon petit doigt m'a dit qu'a priori, une saison 2 pouvait être en cours d'écriture, mais c'est encore une fois soumis, on va dire, à la décision de Disney+, de valider ou pas la saison 2. Et ça, pour l'instant, à l'heure qu'il est, on ne sait pas encore. Et alors, s'il y avait une saison 2 de Becoming Karl Lagerfeld, tu ne serais pas le seul, je pense, devant ton écran, puisqu'on a une internaute de Télé Loisirs, le pseudonyme est Abisciuto, le personnage de NCIS, qui nous dit « Excellent biopic, derrière le personnage Karl Lagerfeld, il y a un homme dans toute sa complexité, ses ombres et sa lumière, et la série nous le fait découvrir avec subtilité, je recommande. » Voilà, donc je pense qu'elle sera elle aussi au rendez-vous. Et effectivement, il y a beaucoup de séries ou de documentaires sur la mode en ce moment. Disney+ en fait énormément en ce moment. Et il y a d'ailleurs un documentaire qui vient de sortir là aussi sur Diane von Furstenberg. Donc c'est vrai que si on s'intéresse à la mode, il y a de quoi faire. Émilie, toi, on change vraiment d'ambiance avec le programme dont tu vas nous parler. C'est pas réjouissant, mais c'est peut-être nécessaire en ce moment. C'est pas du tout réjouissant, c'est totalement nécessaire. Et c'est un documentaire sur Netflix qui s'appelle Hitler et les nazis, le procès du mal. Donc moi, c'est une période qui m'intéresse énormément. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai vu beaucoup de documentaires, j'ai vu beaucoup de films. Néanmoins, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce doc de 6 épisodes de 60 minutes, donc il faut un peu avoir le temps et surtout avoir
des petites bouffées d'air frais entre chaque épisode et aller boire un apéro parce que vraiment c'est dur. C'est qu'en fait le réal... Première mention de l'apéro dans le podcast. Première et certainement pas la dernière. N'oubliez pas le bingo apéro podcast sur vous. Dès qu'Émilie évoque un apéro, vous pouvez noter. Ou une bière. Voilà, vous pouvez vous-même cocher votre petite case et évidemment prendre votre petit verre. Et à la fin, vous aurez un télé-loisir. Mais le jeu va aller très très vite du coup. Au bout de 3 minutes, on aura déjà tout rempli. Donc pour revenir à Hitler, je n'aurais jamais pensé dire cette phrase. Le réal a expliqué que s'il avait voulu faire ce documentaire, c'est parce qu'il s'était rendu compte en voyant notamment des études et des chiffres que la jeune génération s'y connaissait très peu sur le sujet et notamment avait beaucoup de méconnaissances sur la Shoah. Et en fait, il trouvait ça intéressant de revenir sur tout ça, de le faire un peu à la sauce Netflix. Alors effectivement, il y a des reconstitutions qui peuvent peut-être un peu gêner certains téléspectateurs. Moi, je trouve que c'est vraiment très efficace. C'est passionnant. Il y a beaucoup d'images d'archives et notamment certaines que moi, personnellement, je n'avais jamais vues. Il y a notamment des images du procès de Nuremberg avec les vraies voix de l'époque. Ils ont reconstitué la voix de l'écrivain avec une intelligence artificielle. C'est passionnant. C'est nécessaire, surtout en ce moment. Moi, pour être tout à fait sincère, je l'ai regardé après les élections européennes, genre le même soir. Ça m'a totalement plombé, d'où l'apéro derrière. Mais c'est bien qu'on offre la possibilité à la jeune génération d'avoir des connaissances sur ce sujet qui est primordial. Ça revient vraiment sur comment Hitler est venu au pouvoir et comment il a pu faire toutes ces atrocités. Et croyez-moi, il y en a certains qui se trompent en pensant qu'il est arrivé de telle ou telle façon. Non, regardez. Franchement, regardez. Et le titre du documentaire, Émilie ? Alors, Hitler et les nazis, : le procès du mal. Ok, voilà. Ouais. Juliette, on finit avec toi en ce mois de juillet. Toi, tu as sorti ton plus beau maillot à pois. Tout à fait. J'adore grimper les plus hauts monts de France depuis 2 ans, puisque Netflix a sorti l'année dernière la série documentaire Tour de France au cœur du peloton, qui suit en fait les plus grandes équipes de la Grande Boucle. Là, depuis mi-juin, on en est à la 2e saison. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur. Pour être tout à fait honnête, je n'y connaissais rien. Pour moi, le Tour de France, ça voulait vraiment dire aller faire la sieste avec papy et mamie le dimanche après-midi. Mais tellement. Voilà. Mais Netflix m'a remis les pendules à l'heure et le guidon droit. Marc, tu n'as pas le monopole du jeu de mots. C'est beau, j'apprécie. Parce qu'en fait, cette série doc, c'est vraiment une excellente porte d'entrée sur la discipline. On nous explique de façon très didactique les enjeux sportifs, les stratégies, comment fonctionnent les équipes du Tour, ce qui n'est pas évident quand sur France Télévisions, on voit juste des mecs sur leur vélo. Et puis surtout, il développe des enjeux humains qui sont très forts, qui sont d'ailleurs la vraie force de ce documentaire. On découvre les personnalités des coureurs, ça crée forcément de l'attachement, mais aussi du drame, puisque qui dit dimension humaine vue de l'intérieur, dit promesses non tenues, trahison, scènes d'action spectaculaires. Donc pour moi, c'est ce que j'avais dit à Marc l'année dernière, pour moi, cette série doc, c'est vraiment Game of Thrones, mais en lycra moulant et sur le Mont Ventoux. Tu nous le vends bien. C'est un peu la même recette que la série sur la Formule 1. Ouais, tout à fait, que Formula One, pilote de leur destin, et avec moins de succès, la série Breakpoint sur le tennis. Mais voilà, mais en fait, blague à part, effectivement, c'est une même recette qui fonctionne très bien. C'est notamment dû au fait que ce soit d'ailleurs pour Formula One, Breakpoint ou Tour de France, puisque c'est la même boîte de production qui produit tout ça pour Netflix. Ils ont un partenariat à long terme. En fait, chaque équipe ou chaque grand sportif se voit attribuer des équipes de prod avec un producteur, un journaliste. Donc, il y a vraiment cet effet sur le long terme, mise en confiance, qui permet d'avoir ces entretiens hyper intéressants. Et puis surtout, ils ont leur propre caméra embarquée dans le peloton, donc ça donne lieu quand même à des images qui sont assez impressionnantes. Et puis surtout, ils ont l'art du montage, honnêtement. Le cliffhanger, c'est devenu leur spécialité, et ça c'est vraiment la patte Netflix, parce qu'on finit un épisode toujours sur un cliffhanger et toujours avec l'envie du coup de binger l'épisode suivant. Comme une vraie série en fait. Exactement, comme une vraie série. Et d'ailleurs, j'ai été sur le tournage de la saison 2, et ce qui m'a impressionné, c'est de voir qu'en fait, ils avaient des équipes édito qui écrivaient la trame générale des épisodes pendant que les étapes se déroulaient. C'est ce qui leur permet d'être vraiment totalement dans le vif. Donc voilà, pour moi, saison 2, toujours un coup de cœur. Ça cale un peu au démarrage. Les 2 premiers épisodes sont un peu moins forts, mais à partir du 3e épisode, c'est le festival. Et les internautes de Téléloisirs aussi, visiblement, apprécient cette série doc. On a Juramad qui nous dit « Intéressant, mais un peu trop romancé.
du grand spectacle quand même. Et Jenny Knox, je l'ai regardé sur Netflix, je me suis régalée. Justement, dans ce documentaire, on voit bien que ce n'est pas qu'une kermesse. Voilà. J'adore ce Mic commentaire. drop. C'est la meilleure vanne depuis le début. Je suis désolée, Juliette et Marc. Merci Jenny Knox. Les acteurs du téléloisir ont du talent. Alors, on va rester sur Netflix pour la séquence suivante. C'est le premier parti pris de ce deuxième épisode de Superstream et ça concerne un long métrage qui a intégré le top 10 des films les plus vus de la plateforme en quelques semaines. Allez, c'est parti pour le grand plongeon. Si je vous dis épreuve de natation au mois de juillet à Paris, avec une mer déterminée à ce que tout se passe bien, ajoutez à cela un requin qui menace de transformer l'événement en bain de sang. Alors non, je vous arrête tout de suite, on ne parle pas des Jeux Olympiques, enfin en tout cas j'espère pas. C'est le pitch du film français Sous la Seine, sorti sur Netflix en début juin. Et alors quelques semaines à peine après sa sortie, il est déjà devenu l'un des films les plus vus de l'histoire de Netflix. Et oui, mais il a plutôt donné envie à notre journaliste Camille Brun de sortir les crocs. Bonjour Camille. Bonjour. Avant de me jeter à l'eau, jeu de mots aussi, juste un petit préambule, les films de requins, j'adore ça. Le film de requin, c'est le cinéma de divertissement depuis Les Dents de la Mer. Du coup, j'avais très hâte de découvrir Sous la Seine. Les films de requins, il y en a deux grosses catégories. Les sérieux qui font peur, genre Les Dents de la Mer. Les fun, que ce soit volontaire ou non, genre Sharknado ou The Meg. The Meg. Voilà. Du coup, pour revenir au requin qui nous intéresse, celui qui est Sous la Seine, je le dis d'emblée, c'est totalement raté. Ok, pavé dans la Seine. Voilà. Oh. Joli. C'est raté d'abord et avant tout, à mon avis, justement parce que c'est très flou entre les deux pôles, sérieux ou fun. On ne sait jamais trop où ça veut se situer et du coup, on n'a jamais peur et on ne rit jamais, à mon avis, même pour se moquer du film. Le postulat de base, qui dit qu'il y a un requin dans l'eau polluée et douce de la Seine, moi, ça ne me dérange pas, je suis prêt à l'accepter. Ok. Bah, si tu aimes les films de requins, oui, a priori. Oui, on est prêt à accepter beaucoup de choses. C'est un film. C'est un film, donc film, on accepte. Tout à fait. On prend, on accueille. On prend. Mais ce qui me dérange, c'est que je trouve que ça est basé sur une mauvaise idée. C'est que, comme Anne Hidalgo le sait bien, personne se baigne dans la Seine. Mhm. Du coup, le requin, il a rien à se foutre sous la dent, quoi. La première attaque à laquelle on assiste dans le film, elle arrive à 1 heure il y en a une au tout début. Hein. Et la première, elle est vraiment au bout d'1 heure, quoi, sur 1h40 de film, parce que personne ne va dans l'eau. Donc ça, c'est quand même un problème, on s'ennuie. Et les personnages, de toute façon, qu'ils se fassent bouffer ou pas, on s'en fiche parce qu'il n'y en a aucun qui est attachant. J'attire quand même votre attention sur les jeunes activistes qui travaillent dans un repère. C'est un hôtel particulier où on peut mettre à peu près 8 fois mon appartement, je pense. Mais ils ont quand même toujours les cheveux sales. Même avant d'aller dans la scène, je veux dire. C'est pour ça qu'elle porte un bonnet pour cacher ses cheveux sales. Oui, les cacher et le montrer en même temps, tu vois. Mais du coup, c'est pas grave. Qu'ils se fassent bouffer, qu'ils se fassent pas bouffer, pardon, on s'en fout. Oui, carrément. Voilà. Et puis, le plus gros problème vient du scénario, à mon avis, c'est que ce requin, il a comme des espèces de super pouvoirs. Au départ, il y en a un. Et puis, tout d'un coup, on dit, non, il y en a 2. C'est du micro-spoil, je vous l'annonce, mais... Oui, je pense que là, il faut prévenir peut-être les gens qu'on va bien spoiler le film. On va on va spoiler un peu, mais on spoilera pas la fin. Voilà. Après, ça fait déjà quelques temps qu'il est sorti. Oui, il tout a le eu le monde temps ne de peut faire... pas tout regarder des... des os. Oui, voilà. Oui, skipper la prochaine séquence. Je m'en excuse un peu, effectivement. Donc, voilà, il y a un requin, puis il y en a 2, puis il y en a 50, puis il y en a re-1, puis il y en a re-50. Enfin, il y en a autant que le scénariste en a besoin au moment où il écrit le truc. Du coup, il n'y a aucun enjeu dramaturgique, il n'y a pas de suspense. On est obligé de... Enfin, on ne peut pas stresser de voir le requin approcher, parce que peut-être il y en aura 50, peut-être il n'y en aura plus. Donc voilà, pour moi, ça crée une distance par rapport au scénario et qui fait que tout ce qui se déroule devant nos yeux ne nous intéresse pas beaucoup, quoi. Et même à la fin, mais je ne décrirai pas à la fin, juste en gros, on nous annonce une espèce de fin du monde. Franchement, on est à 2 doigts de s'en réjouir. Bon, et ben ça c'est dit. Alors avant de passer la parole à nos chroniqueurs, on va regarder justement ce qu'en ont pensé les internautes de Télé Loisirs. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas avec toi, Camille ? Les avis sont partagés. On a Céline8389 qui nous dit « J'ai bien aimé, je ne m'attendais pas à ce que ce soit réaliste, donc aucune déception à ce niveau-là. L'histoire est plutôt originale. » Fing, pour lui, nous dit « Pas du tout accroché, les acteurs en dehors de Bérénice Bejo sont assez nuls. » Voilà. Et on retrouve aussi parmi les commentaires « Divertissant, spectaculaire ou ridicule. »
Alors Marc, Juliette, Émilie, je vous entends rigoler depuis tout à l'heure, mais qui a envie de se jeter à l'eau pour répondre à Camille? Alors déjà, moi j'aurais cité plutôt Anne-Marie Vin comme la personne qui s'en sort dans ce film. Je l'ai trouvé très très drôle. C'est le seul truc un peu positif. En fait, elle joue une espèce de Anne Hidalgo complètement tarée qui dit mais moi je m'en fous qu'il y ait des gens qui se fassent bouffer. Laissez-moi faire mes JO. Ce qui est en vrai, on va pas se mentir, un petit peu réaliste. Ça pourrait totalement se passer comme ça. D'autant qu'il y a du Valérie Pécresse aussi. C'est Voilà, un mélange. C'est la mais- fille cachée des deux. C'est ça, on l'imagine très bien Anne-Marie Vin dans le métro en train de faire son petit moment de tête comme Pécresse. Je suis tout à fait d'accord avec Camille. Et pire que ça, il y a certains personnages, on est très content qu'ils se fassent bouffer en fait. Voilà, une des activistes qui est là, qui est en train de se baigner avec les requins en disant « Oh mais non, mais les requins sont mes amis !» Et en fait, elle se fait dévorer, mais théâtre fait « Mais oui, en fait, on est content, c'est un requin, c'est pas un animal de compagnie, ma chérie. » Et Vous moi, êtes j'ai... d'un cynisme. Non, mais vraiment. Et en fait, bon, l'équipe le sait, j'ai l'habitude de regarder des trucs sur Netflix en faisant mes puzzles. Quand je me dis, oui, ça vaut pas le coup, genre, je vais pas le faire sur House of the Dragon, par exemple, mais un petit Maxon Hall ou l'été où je suis devenue jolie, ça, je le regarde en faisant mon puzzle. Mais sous la scène ne mérite même pas que je regarde en faisant mon puzzle. J'ai eu l'impression de perdre 1h40 de mon temps et je suis désolée en plus parce que je connais un des producteurs qui est un mec adorable. Au moins, c'est court. Mais oui, au moins c'est court, mais en fait, soit regarder à nouveau Les Dents de la Mer, soit regarder Sharknado, mais voilà, il manque un truc à ce film-là. Mais parce que je pense qu'il n'a pas été fait pour nous, il n'a pas été fait pour la France, il a été fait pour les États-Unis et pour leur montrer la Tour Eiffel, pour leur montrer la Seine, pour leur montrer voilà tous nos superbes monuments. Pour le coup, ça donne pas trop envie d'aller sur la Seine, mais. Mais après, mais même dans l'absolu, t'as pas besoin d'avoir un requin pour savoir qu'on n'a pas envie d'aller dans la Seine, tu vois. J'y mets pas un doigt de pied, j'y tiens mes doigts de pied. Donc voilà, je suis d'accord avec Camille, que j'ai trouvé d'ailleurs formidable dans son intervention et très drôle. Merci. Alors Marc, d'accord, pas d'accord? Moi, je trouve que Camille et Émilie ont la dent dure. Oh Non, en fait, moi, je m'attendais tellement à un turbo nanar que finalement, j'étais presque agréablement surpris. Bon, tout est dans le presque, évidemment. Je vais pas revenir effectivement sur les gros défauts que Camille a pointés. L'interprétation très douteuse de certains comédiens et Bérénice Bejo en tête. Là, je suis pas d'accord avec l'internaute de Télé Loisirs. Oui, non. Non, moi Bérénice non. Bejo, c'est quasiment la pire actrice du film. Alors que... J'ai pas osé le dire, mais je l'ai pensé très fort. Voilà, j'ose le dire. Désolé Bérénice. Non, mais c'est vrai. Enfin, franchement, j'ai absolument rien contre elle. Et je trouve qu'en général, c'est plutôt une bonne actrice. Mais là, c'est très compliqué. Voilà, un truc qu'elle joue dans un film très très sérieux, alors qu'autour, c'est quand même pas, voilà, c'est pas non plus si sérieux. Là où je suis d'accord avec Camille, c'est qu'il y a le film a un peu le cul entre deux chaises, à la fois un peu sérieux, genre menace écologique, machin, film un peu scientifique, et en même temps série B voire série Z, complètement délirante. Mais en fait, moi, j'ai bien aimé certaines scènes. Notamment, je parlais de la scène des catacombes que j'ai trouvé vraiment réussie. Et en fait, c'est là que je me suis dit que ça fonctionnait bien parce que Xavier Jans, le réalisateur, c'est un réalisateur qui vient du genre, du film d'horreur. Et en fait, là, ça se voit. C'est qu'en fait, là, je trouve que là, il réussit sa mise en place, il réussit la scène. Voilà, elle est vraiment assez angoissante, en fait. Et là, pour le coup, je trouve qu'elle est réussie. Et en fait, moi, j'ai quand même pris pas mal de plaisir. Finalement, je ne me suis pas trop ennuyé. C'est assez court, effectivement, donc ça aide. Il y a beaucoup de choses, effectivement, qui ne vont pas. Mais en fait, à partir du moment où tu prends le postulat que le film est quand même un peu... Voilà, une espèce de série B, lorgnant sur la série Z, et que tout ça n'est pas très sérieux, finalement, tu prends pas mal de plaisir, je trouve. Après, c'est vrai qu'entre les requins et le tournage qui se passe quand même quasiment 90% du film se passe dans l'eau ou sous l'eau, techniquement, ça a quand même représenté des défis et c'est quand même plutôt réussi, non, Juliette? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je peux pas dire que je sois totalement en désaccord avec mes camarades, puisque quand je suis revenue de Projection Presse et que, faut quand même le dire, tout le monde m'a demandé ce que j'en avais pensé, puisque quand même ça intriguait tout le monde. J'avais exactement dit ça, que le film avait, en termes de positionnement, de ton, le cul complètement entre deux chaises. Maintenant, moi, justement, j'ai bien aimé le fait de voir les requins, de les voir beaucoup, puisque j'aime beaucoup les films de requins, et que Xavier Jans n'a pas du tout essayé de faire un Dents de la Mer où on joue justement sur ce que tu disais, Camille, sur le côté on ne voit pas le requin, donc on fait monter la tension. Non, lui, il a pris un autre parti, qu'il soit réussi ou pas, mais en tout cas, c'était pas son ambition de faire monter la tension à travers l'absence, mais la présence quand même supposée, suggérée du requin. Moi, j'ai aimé le voir, j'ai aimé en voir beaucoup. Moi, j'ai bien aimé, et justement, et ça, le climax, c'est la scène dont Marc parlait dans les catacombes que moi j'ai trouvé super. Et effectivement, tu disais, Laurence, le film est quasiment, est réellement tourné sous l'eau. C'est-à-dire que là, à ce niveau-là, par contre, c'est pas, il y a finalement pas tant de
faux fond, enfin de fond vert que ça, puisque notamment vraiment les scènes subaquatiques, donc vraiment les scènes où on est dans les catacombes, où Bérénice Bejo est en combinaison de plongée, là ils ont vraiment tourné à 9 mètres de profondeur. Il y a un studio à Bruxelles qui est spécialisé dans ce type de tournage, auquel font appel beaucoup de boîtes de production françaises. Et donc, ils ont vraiment tourné à 9 mètres de profondeur. Ils ont vraiment recréé les décors. Ils ont créé des colonnes de 6 mètres avec des faux crânes, comme si on était dans les catacombes, et ils les ont immergés dans le bassin. Et moi, je trouve que ça se voit à l'écran. Je trouve que ça se voit qu'ils sont sous l'eau. Alors oui, moi, là-dessus aussi, je suis d'accord, il y a de l'inégalité. Moi, la scène du requin qui fait exploser le hors-bord au-dessus de la scène, j'avoue, j'ai pouffé en projection presse et, spoiler, je n'étais pas la seule. Mais est-ce qu'elle est plus lunaire que la scène où les policiers donnent des livres aux SDF pour les faire quitter les quais de la Seine? Non. Ou quand la maire de Paris se fait applaudir par les Parisiens au début du triathlon. Oui, c'est impossible. C'est impossible, ça. Je sais pas laquelle est la plus... En fait, il y a ça aussi, parce que dans le film, il y a quand même une dimension, au moins pour les spectateurs français, peut-être pas les Américains qui le regarderont, mais pour les spectateurs français, il y a quand même une dimension un peu satirique aussi, ironique, avec ce personnage de la mer, l'épreuve de natation dans l'eau. Bon. Mais moi, on m'avait dit, quand j'ai commencé à regarder des fictions, on m'avait dit, il faut toujours regarder, que ce soit un film ou une série, il faut le regarder avec le cahier des charges avec lequel il arrive. Et en fait, moi, je suis allée à cette projection en attendant pas grand-chose, si ce n'est un film Netflix de requin, donc un film en plus dans la scène à l'approche des JO, donc pour moi, un film qui était fait pour les Américains. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé parce que je crois qu'en 2 ou 3 semaines, le film est devenu le film français le plus vu sur Netflix dans le monde. Et en un temps record, puisque avant, je crois que c'était Aka. Mais qui avait mis beaucoup plus de temps à arriver dans ce top. Là, en quelques semaines. Donc, en fait, le contrat, il est rempli. Est-ce qu'on attendait d'avoir une nouvelle merveille du 7e art? Non. Est-ce que ça remplit le contrat? Moi, je trouve, il y a des moments qui sont un peu absurdes, mais en vrai... tu vois, moi, ça m'a pas dérangé. Mais alors, du coup, effectivement, c'est peut-être à l'international aussi. Donc, c'était peut-être aussi pour un public international. Et dans la presse internationale, il y a plutôt des bonnes critiques. Le quotidien anglais The Guardian dit que c'est l'un des meilleurs films de requins jamais faits. Et pour Variety, enfin un film de requin susceptible de nager dans le sillage des dents de la mer. Ouais. Mais ils ont été payés. Enfin, même si on trouve des qualités sous la scène, on ne peut pas faire le parallèle avec les dents de la mer. C'est pas possible. Alors, non, mais d'ailleurs, c'était même pas l'ambition. Non, je comprends même pas le parallèle d'ailleurs. Mais alors, Camille, excuse-moi, mais le film a même été validé par le maître de l'horreur, à savoir Monsieur Stephen King, en personne, qui a fait part de ses impressions sur le réseau social X. Je vous rappelle Twitter avant pour les intimes. Voilà ce qu'il écrit. Je pensais que Sous la Seine serait un film farfelu comme Sharknado, mais Twitter m'a convaincu de le regarder et il est vraiment très bien. Et il ajoute, les 25 dernières minutes sont géniales. Okay. Il dormait? En plus, il a toujours eu un rapport un peu compliqué au cinéma. Déjà, je rappelle qu'il déteste le film Shining. Oui, c'est vrai. Voilà. Et il a réalisé lui-même un film avec des camions tueurs. Et franchement, voilà. Donc, c'est pas la meilleure personne du film, du monde pour parler de cinéma. Prends ça, Stephen King. Bon, alors, vu vos critiques, je suppose que vous n'avez pas très envie de voir une suite. Mais moi, je suis pas si sûre. Alors, déjà, moi, cette fin, je suis d'accord avec Stephen. Moi, j'ai bien aimé cette fin, qu'on ne spoilera pas trop, Laurence. Mais j'ai bien aimé cette fin, qui était d'ailleurs, qui est plutôt ouverte. Et d'ailleurs, j'avais posé la question à Xavier Jean en interview. Donc, il m'avait d'ailleurs confirmé ça. Je suis en train de spoiler l'émission, Laurence. Un petit peu, Juliette, mais c'est pas grave, ça fait une très bonne tradition. On va l'écouter maintenant. Xavier Jean, ce réalisateur, du coup, qui t'a confié en interview sa position sur une suite potentielle ou pas. On l'écoute. Au départ, c'est un objet unitaire, mais quand vous regardez le générique de fin, on voit que les requins se répandent dans toutes les autres villes du monde. Tout à fait. Donc, il y a plein de suites possibles avec plein de personnages possibles, que ce soit à Tokyo, Bangkok, New York ou Venise. Camille, Sous la Seine Tokyo Bah, pas vraiment. Je regarderai sans doute, par curiosité, mais ça m'attire pas plus que ça. On voit pas trop ce qu'il pourrait raconter de plus. Mais par contre, si je peux me permettre d'étendre un tout petit peu, sur ma canal arrive bientôt un film qui s'appelle Menace en eau profonde. C'est un tout petit film de requin avec une bande de copines qui se retrouvent en pleine mer avec un requin. C'est pas très ambitieux, mais ça marche très bien. C'est très sympathique comme film. Ok, donc tu nous conseilles plutôt d'aller regarder celui-là. Moi, je veux bien une suite juste parce que je suis une grosse chauvine et que ça me fait plaisir qu'un film français aille taper mais alors, le monde la entier. Suite, voilà. Elle sera pas à Paris, a priori. Oui, mais ça restera des prods et des réals français. Donc, cocorico, donc on est content.
Merci beaucoup Camille d'être venue débattre avec nous. Alors j'aurais beaucoup aimé demander à notre ami ChatGPT de nous résumer le scénario de Sous la scène pour la séquence suivante. Je pense que ça aurait pu être très drôle, mais il fallait bien aussi qu'on parle d'autres programmes. Laisser sa place à d'autres. Merci. Merci Camille. Allez, place au jeu maintenant avec la séquence qu'on a appelée l'appel à un ami. Alors, ce n'est ni Bérénice Bejo qui va plus vouloir nous parler après ça, pas la mienne, clairement. ni Nassim Lias, mais ChatGPT. Alors, comme vous avez été très fort le mois dernier pour le premier numéro, enfin, pas moi, tout le monde pas sauf moi. Émilie, voilà, on a décidé de corser un petit peu les règles cette fois-ci, vous allez voir. Mais Alors, déjà, dès le deuxième numéro, Laurent. Eh oui, on est comme ça. Alors, pour commencer, vous allez devoir trouver un personnage de série. Oh. Alors, je vous donne la définition, toujours écrite par ChatGPT. Super-héros tourmenté, doté de capacités de communication avec les animaux marins et confronté à des Aquaman. défis personnels profonds. Non, l'homme de l'Atlantide. Ça aurait pu être Deep Aquaman. dans The Boys, là. Un point pour Oh. Juliette. Alors effectivement, c'est l'homme-poisson en français, The Deep en anglais, l'un des personnages principaux de The Boys qu'on retrouve dans la saison 4, qui vient de sortir sur Prime Video. L'homme amoureux des dauphins. Joué par Chase Et Crawford. Tout à The fait. Gossip Girl. De Gossip Girl. Alors pour la question suivante, je vais vous donner 4 mots pour savoir de quelle série on parle. Putain, mais c'est question pour un Ça veut champion. dire qu'il faut hein. aussi que je note les mots. Laissez-moi un point à un Alors, moment, s'il vous premier plaît. mot, ascension. Deuxième mot, rivalité. Ah, Succession. Non. Je pense que vous allez trouver au troisième mot, rap. Nouvelle école. Validé. Validé. Ah bah oui, Mais bon, c'est... bah oui. Bah oui, parce De que Nouvelle Frank C'est pas École, une c'est... série. c'est pas du tout une série, Pardon. Nouvelle École. Oui, Bien sûr. mais c'est une série de divertissement de Netflix. Voilà. Alors on est déjà à 2 points pour Juliette. Ouais, ça sent, ça sent la tôle. Émilie. Alors, Je le dis discrètement, mais si jamais tu me laisses un point, je te paye un verre. À non, l'apéro. on reparle pas d'apéro. Alors, après s'être intéressé à un rappeur dans la saison 1, une rappeuse dans la saison 2, Franck Gastambide a annoncé que la saison 3 de Validé sur Canal+, parlerait cette fois d'un binôme. Alors, ça vous avait manqué, je le sais bien, on va passer au résumé cette fois, toujours concocté par ChatGPT. Le premier. Une jeune femme avec des ambitions sombres décide de plonger tête la première dans le côté obscur, prouvant que même dans une galaxie lointaine, Star Wars. il y a toujours de la place pour une bonne intrigue de pouvoir. The Acolyte. Émilie, premier point. Et tu l'as pas Je peux avoir volé cette fois. je peux avoir un demi-point parce que c'est l'univers Star Wars. Je sais pas, Marc. Laisse-moi mon point. Attends, je vais en avoir qu'un seul. Laisse-le-moi. Alors, deuxième résumé, série Star Wars, c'est effectivement The Acolyte, je sais pas trop comment on dit, Je sais qui pas, vient je de l'ai pas vu. sortir sur Disney+, dans laquelle on retrouve notamment la star de Matrix, Carrie-Anne Moss, et l'acteur de Squid Game, Lee Jung-jae. Deuxième résumé, alors un analyste du FBI qui découvre une conspiration en répondant à un mystérieux téléphone de secours. Hein Mm. C'est sur une plateforme, ça? C'est sur une plateforme, tout à fait. Un analyste du FBI. Un téléphone de Night secours. Agent. Ouais, un Ah bah oui, mais je l'ai pas vu. Bah, moi non plus. Bah voilà. Mais il a Ce relu n'est tellement pas de une news. excuse. Alors, dernière question, sauf s'il y a une égalité à la fin, mais pour l'instant, C'est voilà. Juliette. Un film à découvrir grâce à 4 chiffres. Alors, c'est le même principe que tout à l'heure. Donc, dernière question, c'est le moment de tout donner. C'est un film. C'est un film. Ok. 194, Ok. 11, Et le numéro complémentaire? 1997. Ça, c'est l'année. Titanic. Ouais, bien joué. Marc. Vrai. Ah bah oui. Alors, 194 minutes, Ah oui. 11 Oscars, 1997 l'année de la sortie, et le dernier chiffre était 2,187 milliards. Mais parce que Le j'étais pas box-office. née en 97, c'est pour ça. Non, ça marche pas par contre. À quelques mois près, Émilie, vraiment, c'est. C'est pas ça, ça de ma mère. Est-ce qu'on pourrait arrêter de se foutre de la gueule Et donc- des auditeurs télé-loisirs, s'il vous plaît? Pour ceux qui aimeraient se refaire une fois de plus Titanic, il arrive pour la première fois en juillet, le 15 juillet exactement, sur Netflix. Vous pouvez sortir vos mouchoirs. On refait le même match que le dernier mois, en fait, parce que 2 points Juliette, 2 points Marc, 1 point Émilie. On a Pourquoi une tu me égalité, regardes là. Elle me regarde en me jugeant, c'est... Non, je n'ai pas de jugement ici, Émilie, tu le sais. Alors, Émilie, je suis désolée, mais tu Je joue pas. vas t'asseoir sur le banc de touche pour celle-là. On va départager Marc et T'as Juliette. l'habitude, non? Quelle odieuse Allez. personne. Celle-là, je sais pas, c'est ma préférée, celle-là. Un enfant se lance dans une aventure post-apocalyptique où le port du masque prend tout son sens et où les bonbons ne sont définitivement pas au menu.
C'est une série ? C'est une série. Non. Un enfant. Les bonbons ne sont pas au menu. J'adore ChatGPT. Candy. Mais pas Candy Crush. Candy Crush, la série. Je répète. Ouais, vas-y, redis. Un enfant se lance dans une aventure post-apocalyptique où le port du masque prend tout son sens et où les bonbons ne sont définitivement pas au menu. Les mots essentiels étant enfant et aventure post-apocalyptique. Sweet Tooth. Ouais, Ah oui, bravo Juliette. Je l'avais pas du tout en fait. C'est bien d'être honnête. Sweet Tooth, c'est une série donc, de Netflix. La saison 3 s'était achevée en juin. Elle clôt ainsi la série. Et alors, petite anecdote, j'ai appris à cette occasion que les 3 saisons avaient été tournées sans interruption pour que les héros, qui sont justement des enfants principalement, ne grandissent pas trop vite et qu'on reste crédible. Une astuce à laquelle je pense auraient pu penser les producteurs de Stranger Things pour éviter que les acteurs aient 50 ans à la fin de la série. Allez, comme on rigole bien, même si on était un petit peu long, j'ai envie de chanter un peu avant de passer à la séquence suivante. Vous connaissez les Franglaises ? Oui. Ouais. Non. Ouais, Oui, tu connais je Juliette ? Ouais. Alors, on va faire comme eux. Je vais vous donner des paroles en français. Et c'est une chanson anglaise. Il faut que vous retrouviez la chanson. C'est juste pour le fun, on compte plus les points. Ah, bon bah, Juliette, elle s'est détendue. Mais avant, j'aimerais faire mon tour d'honneur du studio, s'il te plaît, pour fêter ma victoire. Il n'y a pas la place. Alors, on y va ? C'est comme si tu étais toujours coincé à la deuxième vitesse. Ah bah, c'est Friends. Ah, oui. joli. Mais Bah, je pardon. peux quand même finir ? Mais vas-y, fais-toi plaisir. Quand ça n'a pas J'ai été gagné. ton jour, ta semaine, ton mois ou même ton année, mais je serai là pour toi quand la pluie commence à tomber. Je serai là pour toi comme je l'ai déjà été avant. Je serai là pour toi parce que tu es là pour moi aussi. Et c'était le générique de Friends. Et est-ce que c'est pas le résumé de ce podcast? Mais Ah là là. En français, comme ça, on dirait un peu du François Valéry ou du. Eh ben non, c'est J'ai envie de le taper. c'est The Rembrandts, je sais pas comment on dit. Voilà, cette série qu'on adore tous, enfin surtout Émilie, et c'est donc ce dont on va parler maintenant. Alors, est-ce que vraiment on adore vraiment tous Friends? Oui. Eh ben c'est ce qu'on va voir dans le deuxième parti pris du mois. Allez, on ne va pas remonter la scène, mais le temps cette fois pour ce deuxième parti pris du mois. Friends, ça fait partie de ces séries doudou, celles qu'on adore regarder en boucle. Alors jusqu'à présent, c'était sur Netflix qu'on pouvait la rattraper, mais depuis le 1er juillet, la série a changé de plateforme pour arriver sur Max, la nouvelle venue en France dans l'univers du streaming. Si de nombreux abonnés Netflix se sont offusqués, je crois que ce n'est pas vraiment le cas de notre journaliste Hélène Lille, qui, attention, trouve Friends surcoté. Bonjour Hélène. Bonjour tout le monde. J'ai un peu peur parce que nous avons la fan numéro 1 mondiale de Friends en face de moi. Heureusement, elle est assez loin, donc Ouais, mais j'ai des si stylos à tu as te envie lancer. de me tuer, ça Est-ce que tu devrait as aller. prévu ton gilet pare-balles, Hélène Non, mais j'aurais dû. Tu aurais dû. Ouais. Ton gilet de sauvetage. Alors aujourd'hui, j'ose dire les mots qui fâchent. Je préfère Big Bang Theory à Friends. Et froid. Laissez-la parler. Big Bang Theory, c'est un peu mon remède pour tout. Quand je vais pas bien, je regarde Big Bang Theory. Quand j'ai envie de dormir et que j'arrive pas à dormir, je regarde Big Bang Theory. Parce que c'est chiant. Non, parce que je ris et donc ça me libère des bonnes endorphines et du coup j'arrive à dormir. Et même quand tout va bien, j'adore regarder Big Bang Theory. Alors loin de moi l'idée de cracher sur Friends. C'est une série culte sortie dans les années 90 et que j'ai binge-watché bien des années plus tard quand je devais écrire mon mémoire. C'était en 2013, j'étais au début de la vingtaine et je pense que le fait de le découvrir après tout le monde a un peu alimenté ma petite déception. Je me suis un peu dit, tout ça pour ça, quoi. Donc, ok. Impossible de nier que Friends, c'est la mère des sitcoms, que c'est une référence, de balayer son influence. Oui, j'ai adoré certaines répliques cultes comme « We were on a break !» Et oui, Friends était en avance sur des thèmes progressistes comme l'adoption ou la GPA. Mais voilà, en avalant tous les épisodes après la bataille, j'ai trouvé que certaines blagues avaient un poil vieilli. Alors c'est vrai, Big Bang Theory est plus récente, mais on me demande de comparer, alors je compare. Et dans Big Bang, les blagues n'ont pas pris une ride. Pourtant, il y a parfois des punchlines osées qui pourraient être jugées déplacées, mais elles sont si bien écrites qu'elles sont toujours reçues avec bienveillance. J'avoue aussi préférer l'humour geek et intelligent de Big Bang, qui apporte une touche d'originalité là où Friends est un peu plus conventionnel. Tout en restant accessible avec des épisodes de 20 minutes, Big Bang fait référence à des recherches scientifiques ou philosophiques. Du coup, je trouve qu'on a vraiment l'impression d'apprendre en s'amusant.
Et puis c'est aussi super jouissif, je trouve, d'avoir une sorte de revanche des geeks qui sont ici célébrés après avoir souvent été marginalisés. Et globalement, je trouve que les personnages sont plus attachants dans Big Bang et qu'il y a aussi plus de diversité. Bref, voilà, je préfère Big Bang Theory à Friends. Et pour tout vous dire, je trouve Friends un petit peu surcoté. Alors, Émilie, si je ne commence pas par toi, je pense que tu vas bouillir, exploser. Non. Émilie, il faut le dire, Émilie a pris des notes pendant mon intervention. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre J'ai que l'impression d'assister à un débat politique. Mes chers compatriotes, n'écoutez pas Hélène, elle dit que des conneries. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre que ta série préférée est surcotée? C'est que très clairement, Hélène n'a pas dû regarder depuis bien longtemps Friends pour oser dire ça. Déjà, en fait, j'avoue que quand j'ai su qu'il y aurait ce parti pris-là de la part d'Hélène, j'étais un peu surprise. Donc, juste un point pour ça. Pour l'originalité, parce qu'en général, Friends a tendance à être comparé à How I Met Your Mother, qui est juste, mais un sous Friends et en plus raté. Petit détail, je préfère aussi How I Met à Friends. Ah ouais, mais alors ça, pour le coup, je n'aurais vraiment pas compris parce que, c'est la fin la plus pétée de l'histoire des sitcoms. C'est vrai. On nous a pris pour des bananes pendant je ne sais combien d'années. Et non, mais enfin. On est d'accord, à la fin. Donc, tu vois, c'est pas le débat, pardon. Voilà, mais on parlera de How I Met Your Mother plus tard. Et ensuite, on mettra fin à notre amitié parce que très clairement, tu as des goûts de chiottes en matière de sitcom. Je tiens à dire que Émilie, en seulement 2 numéros, a déjà mis fin à 3 amitiés. Alexandra, moi et Hélène. Heureusement qu'elle a beaucoup Marc, d'amis. tu as chaud aux fesses. Non, c'est mon Marc. Ça, c'est Squid Game en fait ici. En fait, déjà, pas de Friends, pas de Big Bang Theory. Le geek ultime, c'est quand même Ross. Je rappelle que c'est un gars qui joue avec des dinosaures depuis qu'il est tout petit, qu'il n'avait pas d'amis quand il était petit, il voyait que par ses parents, qu'il était un peu martyrisé par sa sœur. Enfin bref, en fait, tu prends tu prends Ross et en fait, ça fait des petits Big Bang Theory. Là où je suis pas d'accord avec toi, déjà la comparaison, je la comprends pas trop. J'entends quand tu me dis les blagues, elles sont moins surannées que celles de Friends. C'est un autre sujet, mais je ne suis pas du tout d'accord. Surtout, c'est une série beaucoup plus récente. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Friends, quand ça a été fait, c'était dans les années 90. Ça n'a pas parlé que d'adoption, ça a parlé d'homosexualité, ça a parlé de transidentité, ça a parlé de GPA, ça a parlé de tous ces sujets qui, dans les années 90, étaient complètement jamais abordés dans des sitcoms. Enfin, c'est la première série dans laquelle on a eu un mariage lesbien et il a fallu attendre Grey's Anatomy des décennies plus tard pour en avoir un second. Donc, je veux bien entendre qu'il y ait certaines vannes qui soient un peu... que certains ne comprennent pas certaines vannes. Et encore, non, je ne l'entends pas parce que ça a fait tellement avancer les gens sur certaines thématiques qu'on ne peut pas reprocher, puis on ne peut pas regarder Friends en ayant l'œil qu'on a aujourd'hui. Maintenant, oui, Big Bang, c'est sympa, mais ça ne deviendra jamais culte. En fait, moi, je me souviens juste de la phrase qui a écrit sur le mug que j'ai offert à Roxane, une de nos collègues. Sinon, et pourtant, j'ai regardé Big Bang, je n'ai aucune phrase culte. Tu vois, tu nous as cité We Were on a Break, il y a Smelly Cat, c'est pas pour rien qu'il y a des t-shirts entiers avec des citations de Friends, parce que c'est des moments cultes qui vont rester dans l'histoire de la télévision, ce qui ne sera jamais le cas de Big Bang Theory. Je pense pas que Big Bang Theory sera jamais culte, mais c'est clair que ça aura jamais l'impact que Friends a eu et continue d'avoir, c'est sûr. Mais un exemple, en France, c'était diffusé sur Énergie 12. Je pense que personne autour de cette table n'a déjà regardé Énergie 12 pour autre chose que pour regarder Les Anges. Voilà. Juliette. Alors, je prends toutes mes petites pincettes. Je serai la Suisse. Je ne serai pas la Suisse. Encore une fois, je l'ai déjà dit la dernière fois, Émilie. Je pense que c'est une question de génération. Non, pour toi, évidemment, ce sera jamais culte Big Bang Theory. Maintenant, pour les gens qui ont découvert Big Bang Theory à l'âge où toi, t'as découvert Friends, je suis pas si sûre que ce soit une vérité absolue, tu vois. Moi, par contre, c'est pareil, je suis un peu gênée par la comparaison. Effectivement, j'aurais plutôt tendance à comparer How I Met Your Mother et Friends que Big Bang Theory. Pour la simple et bonne raison que Friends et How I Met Your Mother ont la même ambition, à savoir créer cette bande de copains à laquelle on peut s'identifier. Big Bang Theory, c'est quand même des personnages auxquels il est beaucoup plus difficile de s'identifier. Donc moi, c'est sûr que qui ai aimé les deux séries, je continue d'avoir une préférence pour Friends, puisqu'il m'est très difficile de m'identifier à des chercheurs du MIT. Je comprends pas pourquoi. Mais tu t'identifies à eux pour des autres raisons, par exemple tous les développements, les histoires, etc. Oui, mais tu vois, moi je suis pas si sûre que... en fait, Big Bang Theory, à la fin,
ça avait effectivement un positionnement hyper moderne. Au début, je suis pas sûre que c'était tellement le cas. Moi, le personnage de Penny, quand même, au début, qu'ils ont mis cette belle blonde plantureuse au milieu d'un groupe de geeks, j'ai quand même trouvé ça assez caricatural. Ils étaient deux à être comme ça, Léonard et Howard, et voilà, ils avaient de la bave qui sortait des yeux. Enfin, tu vois, Des yeux. Des yeux, mais tout à fait. Donc, tu vois, pour moi, il y avait quand même ces écueils caricaturaux que peuvent avoir beaucoup de fiction américaine. Après, je te rejoins, le côté philosophique, pop culture et tout, qu'il n'y a pas dans Friends, mais en même temps, Friends est devenue, elle, la ref pop culture. Bisous, Émilie. Donc, voilà, pour moi, c'est juste un combat qui n'a pas vraiment lieu, en fait, pour moi, et si je dois laisser parler mon cœur, je suis plus une Rachel Green qu'une Penny. Il y a une chose qui a mieux réussi Big Bang Theory que Friends, c'est le spin-off. Parce que très clairement, Joey, c'était nul, c'était foiré. Là où Young Sheldon, c'est plutôt pas mal. Donc là, sur ce point-là, je veux bien te l'accorder. Et c'est pas fini, parce qu'il va encore y avoir un nouveau spin-off du spin-off. Donc, Marc, à toi. En fait, c'est un débat qui est difficile à trancher, parce qu'au final, je pense que Hélène aime Big Bang Theory pour les mêmes raisons qu'Emily aime Friends, en fait, mais du coup, pas pour la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en gros, les arguments d'Hélène sont bons. C'est-à-dire de dire, en fait, moi, pourquoi j'aime cette série? Parce que ces personnages, je trouve que je les trouve plus intéressants que ceux de Friends, je trouve que les dialogues sont plus intelligents, etc. Mais de l'autre côté, l'argument d'Emily de dire que Friends, c'est effectivement un élément de la pop culture hyper important, avec des phrases qu'on connaît tous, même si on n'est pas de la même génération, etc. C'est vrai aussi. Après, je pense... Alors moi, je suis de la génération Friends aussi, c'est clair. J'ai regardé aussi un peu Big Bang, mais j'ai assez vite lâché. Donc, moi, je me suis plus attaché au personnage de Friends. Donc, je ne dirais pas forcément que Big Bang Theory est meilleur. Par contre, je pense que Big Bang Theory a effectivement maintenant gagné une espèce de légitimité que je ne voyais pas au début. Moi, quand c'est arrivé, Big Bang Theory, pour moi, c'était une petite série un peu... C'est une série CBS, je crois. Donc un truc un petit peu très grand public. Et puis moi, je me rappelle de la série anglaise The IT Crowd, qui était déjà sur des geeks, qui était pour le coup très cool, je trouvais. Et j'ai l'impression que c'était un peu une version américaine un peu édulcorée. Et en fait, je me rends compte que maintenant, quand les gens en parlent, Big Bang a réussi à créer un vrai univers où les gens sont fans. Effectivement, il y a un spin-off, etc. Ouais. Et il y a quasiment déjà une nostalgie sur Big Bang, comme celle qu'on connaît sur Friends, en fait. Ah non, pas la... Non, mais pas auprès des mêmes personnes. Pas de la même hauteur, mais si, il y a déjà une forme de nostalgie sur Big Bang. Franchement, pour moi, la comparaison ne peut pas avoir lieu. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais des Big Bang Theory expérience à New York. Là où... moi, j'en suis pas si sûre. Ouais. Non, tu vas les faire quoi? Les mettre dans un canapé? Tu peux faire des expériences dans un scientifiques. Ouais. Ça, c'est la team mauvaise foi qui ressort. Non. Tout ce que je note, c'est que Marc reste mon ami aujourd'hui. C'est peut-être le dernier. Je m'y accroché comme une petite moule à son rocher. Merci Marc. Tu es mon Chandler. Merci beaucoup Hélène, surtout d'avoir eu le courage de te confronter à la fan numéro 1 de Friends pour nous faire part de ton point de vue. Et adieu. Oh non. À bientôt. À bientôt, merci. Salut Hélène. Bon, la nostalgie, c'est bien, mais la nouveauté, c'est peut-être encore mieux. C'est ce qu'on va voir dans la dernière séquence de cet épisode consacré aux futures sorties. Que l'on soit au travail ou en vacances, on va avoir besoin de se détendre dans les deux cas. Alors que nous réservent les plateformes cet été? Est-ce qu'on y croit? On n'y croit pas? On jette un coup d'œil sur les prochaines sorties. Notamment sur La Voix du Lac, série d'Apple TV+, avec Nathalie Portman. Je vois l'œil de Marc qui s'éclaire. C'est le 19 juillet. Une mini-série dramatique dans les années 60 à Baltimore. Une femme au foyer qui se réinvente journaliste d'investigation pour enquêter sur la disparition d'une enfant. Marc, il est déjà comme ça devant son écran, c'est ça? Et est-ce que vraiment on a besoin de me poser la question? Mais oui, j'y crois évidemment parce que Nathalie Portman... En toute objectivité. En toute objectivité. Non, mais Nathalie Portman... excellente actrice, et aussi là elle est coproductrice, je crois, donc c'est intéressant. En plus le pitch m'intéresse pas mal, et on en a parlé la dernière fois. Les séries Apple, effectivement, il y a toujours quelque chose à gratter, quelque chose à voir. Moi je suis assez intéressé par cette série, j'ai assez hâte qu'elle arrive. En fait, comme il a été gentil sur Friends, j'ose pas lui dire qu'en fait, tu peux y aller. J'aime pas du tout Nathalie Portman. Elle m'angoisse. Mais qui n'aime pas Nathalie Portman? Moi. C'est-à-dire voilà, je sais pas, je n'apprécie pas cette personne. Quand il y a des films avec elle, en général, je les regarde pas. Je ne sais pas pourquoi.
Voilà, mais je vais quand même regarder La Voix du Lac parce que le pitch me tente de ouf. Et parce que, Marc, je t'aime. Donc, je vais regarder. Quel bel acte d'amour. Voilà. Mais en général, c'est pas une de mes actrices préférées, loin de là. Donc, j'ai pas tendance à regarder les programmes dans lesquels elle est. Donc, mais je vais jeter un œil, encore une fois, pour le scénar et pour Marc. Juliette. Moi, comme mes petits camarades, le pitch me plaît énormément. C'est typiquement le genre de scénario qui peut me plaire s'il est correctement exécuté. En plus, Nathalie Portman, on l'a pas tant vue dans l'exercice de la série. Moi, j'ai une vraie curiosité. Alors moi, je suis vraiment entre Marc et Émilie. Je n'ai pas de passion Nathalie Portman, mais cette personne ne m'angoisse pas un seul instant. Au contraire, je l'ai souvent vue dans des très beaux rôles où je trouve... effectivement que c'est une excellente actrice. Donc, je suis assez curieuse de la voir dans l'exercice de la série. En plus, effectivement, avec une part en production, donc en sachant ce qu'elle fait et pas en étant laissée à la merci de tiers. Donc, je pense qu'elle a l'intelligence de ce qu'elle choisit en général. Donc, curieuse. Oui, pour une première série, en tout cas, ça donne vraiment envie. Le même jour, on pourra se tourner sur Prime Video, toujours pour une série, avec mon super accent, Those About to Die, une série de gladiateurs avec Anthony Hopkins. Ouais, changement d'ambiance. Juliette, je te vois grimacer. Ouais, et pourtant, c'est pas faute d'aimer Anthony Hopkins, hein, mais j'ai vu le trailer, mais qu'est-ce que c'est que ça là, ils nous ont mis Anthony Hopkins, et effectivement, ça commence quand même à se voir qu'il vieillit, dans un costume de César dictatorial. Je sais pas, j'ai même pas compris le pitch dans le trailer, donc déjà il y a peut-être un petit problème. Je suis pas sûre si c'est pour nous faire un gladiator satirique bas de gamme, Me the Boys, mais à l'époque, je suis pas sûre. J'attends de voir, mais je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Je suis d'accord avec Juliette sur le pitch. Évidemment, j'ai pensé à The Boys. Ouais. Je me suis dit, ça va être un Gladiator version The Boys. Ouais. Comme on dit dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, tu aimes les films de gladiateurs Bah non, du coup. Et les séries non plus. Non, je suis pas une grande passion pour ce genre. Après, Anthony Hopkins, effectivement, c'est un peu la curiosité. Tu dis, bon, qu'est-ce qu'il allait faire là-dedans Est-ce qu'il s'est perdu ou au contraire, est-ce que en fait, la série va être super, mais on le sait pas encore rendez-vous quand ça sortira. Pour l'instant, là, j'y crois pas des masses. Moi non plus. Émilie, t'angoisses pas, Anthony Hopkins? Non, pas du tout. Au contraire, je l'adore. Et en fait, là, pendant que vous parliez, je vous écoutais bien sûr pas, parce que je réfléchissais à un moment où Anthony Hopkins a pris un mauvais choix de carrière et je n'ai pas trouvé. Donc je me dis que s'il est là, c'est qu'a priori, doit y avoir quelque chose derrière qui fait que elle n'est pas d'accord avec moi, Juliette Osbrock. Tu laisses le bénéfice du doute. Voilà. Et surtout, je pense que la personne avec qui je vis va me forcer à le regarder. Et moi, vous m'avez dit un truc genre à la The Boys. J'adore The Boys. J'adore le sang, j'adore le cul. Donc oui, je vais regarder Those About to Die. Il fallait qu'elle le place quelque part. Je peux te trouver le numéro d'un psy si tu as besoin, Émilie. Le 26 juillet, je pense que tu vas pouvoir sortir tes puzzles. C'est la fin d'une série Netflix. C'est la saison 8 quand même. Elite. Oui. Oh là là là. Ah ouais. Caliente. Série qu'on regarde devant un puzzle on regarde tout à fait Élité devant un puzzle. Après, je me suis rendu compte, parce que j'en discutais avec quelqu'un de mon équipe en disant « Non, mais la dernière saison était vachement bien. » Il me dit « Mais t'es sûr que tu l'as regardée ?» Je fais « Mais oui, je suis sûre, c'était vachement bien. » Et en fait, j'ai zappé totalement une saison, tellement c'était devenu un non-événement. Néanmoins, comme c'est la dernière, j'ai bien évidemment tout me bouffé en un week-end en faisant des petits puzzles avec mon petit ventilo à côté. J'ai toujours... j'aime bien cette série. Je me dis qu'elle est un peu... elle change de toutes les autres. C'est une série pour ados, mais vous allez dire que je suis un peu monomaniaque, mais avec du cul, du coup. Et surtout, y a quoi d'autre à part ça dans cette série? Et j'aime le fait que y ait beaucoup de LGBTQIA+, chose que j'apprécie parce que je pense aux gamins qui regardent ça et qui enfin moi à mon époque quand j'ai grandi jeune lesbienne, j'avais pas grand-chose jusqu'à ce qu'arrive The L Word, j'avais aucune représentation. Alors là, certes, c'est de la représentation très très trash, mais au moins c'est de la représentation et les jeunes LGBTQIA+ peuvent un peu se rincer l'œil. Voilà. Donc j'aime Juliette. bien. Ouais. Bon, alors moi déjà, je vais dire ça en étant honnête avec les auditeurs, j'ai jamais regardé un seul épisode d'Élite. Ça ne m'intéresse pas. Mais tu as gagné des points de vie, Juliette. J'arrête de parler d'Élite. Voilà, mais forcément, à la rédac, on en parle, on le suit. De ce que j'en comprends, on est quand même arrivé à bout de souffle. Oui, c'est bien d'avoir des représentations LGBTQIA+, à tout prix, non. Par exemple, Sex Education, ils ont su s'arrêter
Bon, presque, avant que ça devienne trop. Mais voilà, on n'est pas obligé d'en faire 8 saisons. À un moment donné, quand ça tient plus debout, ça tient plus debout, quoi. Donc, effectivement, il y avait un vrai effet nouveauté sur le côté mi-trash, Gossip Girl espagnol, mais beaucoup moins forcément conservateur qu'une série américaine. Donc, je conçois totalement que ça faisait du bien dans le paysage des séries teenagers. Pourtant que j'aime, mais là, non. Mais je pense que là, t'as tout dit quand t'as dit la 8e saison. Non, mais à quel moment, en fait, là, j'ai l'impression d'avoir pas vu passer des années de ma vie. À quel moment on est passé de la sortie d'Élite à c'est la 8e saison? Ouais, puis surtout qu'il y a eu plein de copies d'Élite aussi produites par Netflix dans d'autres pays. Donc ouais, là vraiment le filon il est épuisé mais au maximum. Et puis oui, franchement, faut que ça se termine là, Élite, ça suffit quoi. Alors moi, vas-y. Mais nos camarades à la rédac qui adorent Élite sont en train de s'enthousiasmer pour la nouvelle série du créateur d'Élite, Qui est Respira, qui va être le Grey's Anatomy espagnol, tout à fait. Donc je pense qu'il y aura de quoi se rincer l'œil. l'œil. Il a fait beaucoup d'autres séries sur Netflix, donc lui, je pense que voilà, on n'a pas fini d'entendre parler de lui. J'aurais quand même tendance à dire que Netflix n'y croit pas trop non plus à cette dernière saison parce que la plateforme a plutôt pris l'habitude depuis quelques temps de diviser ses séries en 2 parties. Pour pouvoir bien faire durer le plaisir, en profiter au maximum et tout. Et là, curieusement, ils la sortent d'un coup. Ouais. Moi, j'y vois quand même un petit indice. Mais, bon. Mais non, c'est un cadeau d'été. Bien sûr. Ça y est, positive attitude, comme dit cette grande philosophe Laurie. Alors, positive attitude, on va finir sur les versions non censurées de Rebel Moon qui arrivent sur Netflix le 2 août. Voilà. Moi, je pense qu'on peut dire au revoir aux auditeurs maintenant. Ah non, Rebel Moon, c'est pas possible. Oh là là, c'est vraiment, c'est très très mauvais. Alors moi, j'ai rattrapé que le premier il y a assez peu de temps finalement. Un soir de probablement de déprime, de déchéance, une erreur de jeunesse évidemment. Non, voilà. Enfin, vraiment, Rebel Moon, c'est vraiment très mauvais. Hein. Et alors, une version non censurée, je vois pas ce que ça va apporter. Et puis, j'aimerais du coup revenir sur ce que Émilie a dit tout à l'heure quand elle a dit qu'Anthony Hopkins n'avait fait que de très bons choix de carrière. Je tiens à rappeler qu'Anthony Hopkins participe au film Rebel Moon puisqu'il joue un robot avec des bois de serre. Pas mal ce twist. Donc, voilà, j'aimerais remettre en contexte. Après, on se demande pourquoi depuis le premier épisode on n'est plus amis. Bah voilà, c'est pour ça, elle est odieuse. C'est pour ça que tu m'aimes. Non, moi, j'y crois pas du tout. J'ai vu les 2, mais ça fait partie de ce que Zack Snyder a fait de pire, quoi. Alors, je ne pouvais pas citer cet exemple dans la mesure où je ne me suis pas infligé Rebel Moon parce que j'ai tendance à écouter mes copains, à savoir effectivement Juliette, Marc et absolument tout être vivant que j'ai pu croiser et qui avait vu Rebel Moon qui m'a dit « Fuis, ne regarde pas ». Donc, je n'ai pas regardé, mais voilà, désolé Anthony, finalement je vais pas regarder ta série sur Prime. J'ai changé d'avis. Alors donc, en un épisode, on s'est mis à dos Bérénice Bejo, Nathalie Portman et Anthony Hopkins. Voilà, ça pas mal, fait. Hein, beau palmarès. Merci à tous d'avoir participé à ce 2e épisode de Super Stream. Alors après Sous la scène et Friends, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour débattre de nouveaux programmes. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur le site de Télé Loisirs ou les plateformes d'écoute. Merci Laurence. Merci à tous. Salut tout le monde.